entendu il y a quelques minutes, il veut arrêter cette guerre, c'est ce qu'il dit, il en a arrêté 5 en 6 mois, donc la prochaine c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Si Vladimir Poutine ne stoppe pas la guerre, il s'expose à des conséquences graves, c'est encore ce qu'a dit le président américain qui a rendez-vous avec Vladimir Poutine vendredi, et il évoque lui-même la première de réunion, peut-être qu'il y en aura une deuxième à laquelle participera Zelensky, c'est hypothétique, mais c'est Donald Trump qui l'évoque lui-même, ce même Donald Trump qui dans le courant de l'après-midi était en ligne avec les Européens. C'était une rencontre virtuelle. Le président de la République était au fort de Brégançon avec le ministre des Affaires étrangères, avec le ministre de la Défense, avec le président du Conseil européen, M. Costa. Il y avait Donald Trump en visio de la Maison-Blanche. Il y avait aussi Volodymyr Zelensky. Et tout ce beau monde, lui était à Berlin, Volodymyr Zelensky. Tout ce monde est tombé d'accord au moins sur une chose. Il faut stopper la guerre et rien ne peut se faire sans les Ukrainiens. Le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion en effet de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique. Et nous soutenons cette initiative, en même temps que de nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Alors justement, je voudrais qu'on comprenne cette réunion aujourd'hui, au cours de laquelle on a discuté franchement, fermement avec Donald Trump, et c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit « J'ai les assurances de Donald Trump qu'on il veut obtenir un cessez-le-feu ». Est-ce que ça a pesé cette réunion avec les Européens aujourd'hui ou pas ? Moi, je ne pense pas, malheureusement, parce que, comme je vous ai dit, je pense que les Américains et les Russes ont déjà négocié depuis un certain temps l'accord potentiel possible qui peut arriver entre les deux. Et donc, ce que les Européens ont dit, en réalité, Donald Trump le savait déjà, c'est la position ukrainienne qui est répétée. Donald Trump a parlé plusieurs fois avec les Européens, plusieurs fois avec Zelensky. En fait, tout ce qui a été dit, c'est la position connue des Européens. Il n'y a rien de nouveau dans ce qui a été dit. Donc, je pense qu'en réalité, Donald Trump a déjà son idée, et on l'a dit tout à l'heure, d'après l'agence Axios, Donald Trump a également dit aux Européens et à Zelensky qu'il y aura des concessions territoriales. Mais que ce n'était pas lui de les faire. Absolument. Mais il y a une chose qui peut être intéressante à réaliser, c'est ce qu'a dit le journal Télégraphe de sources ukrainiennes, qui parle en réalité d'une ligne de front qui serait gelée pendant 49 ans, voire 99 ans. Ça parle à Trump, parce que Trump, c'est ce qu'il a négocié entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisque la route qui sépare donc l'Arménie de l'Iran, ou bien qui relie, si vous voulez, les deux parties de l'Azerbaïdjan à l'ouest et à l'est, c'est une route maintenant qui selon l'accord de la résolution de paix faite par Donald Trump entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et en fait vise à rendre sous contrôle américain pendant 99 ans cette route. Donc, geler un conflit pendant une durée assez importante, c'est quelque chose qui permettrait de régler le problème du fait que ces oblasts ont été inscrits dans les constitutions ukrainiennes sur les et russes. Voilà, ukrainiennes souhaitent garder la Russie. Voilà, mais comme les Ukrainiens l'ont inscrit dans leur constitution et les Russes l'ont inscrit dans leur constitution, eh bien ni l'un ni l'autre ne toucherait à sa constitution, puisque la ligne serait gelée pendant 49 ans ou 99 ans. On a un autre exemple de choses similaires, c'est le Golan qui est inscrit dans la constitution syrienne et inscrit chez les Israéliens. Et pourtant, il y a une ligne de cessez-le-feu qui remonte déjà à la période de la guerre du Kippour. Et donc, cette ligne tient plus ou moins jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, c'est quelque chose qui peut parler pour les diplomates. Mais justement, du côté de Brégançon, du côté de l'Élysée, aujourd'hui, on a vu le président de la République prendre la parole, Alexis Cuvillier, pour montrer qu'il était persuadé d'avoir obtenu des garanties, tout du moins orale, verbale, de la part de Donald Trump. Il avait l'air assez sûr de lui, le chef de l'État. Emmanuel Macron a choisi un créneau particulier pour s'exprimer. Il a parlé tout de suite après la fin de cette réunion, avant d'autres de ses homologues, et surtout avant qu'il y ait cette dernière réunion dite de la coalition des volontaires. 3 réunions aujourd'hui. C'était 3 réunions aujourd'hui. Lui, il a choisi de parler quelque part et d'assumer une pause avant d'enchaîner avec une 3e réunion pour tout de suite acter un certain nombre de points. Et en effet, selon son interprétation des propos de Donald Trump,
plus ou moins d'ailleurs confirmée par les analyses d'autres de ses homologues, par exemple l'analyse d'Ursula von der Leyen, celle du secrétaire général de l'OTAN. Eh bien, le président de la République, il est plutôt optimiste. Il dit qu'il a plutôt eu le sentiment que Donald Trump avait entendu des préoccupations majeures, notamment de la diplomatie française, des éléments qui nous revenaient beaucoup ces derniers jours lorsque nous échangions avec l'entourage du chef de l'État ou du côté de sources diplomatiques. Les deux grandes préoccupations, qu'il y ait bien ce cessez-le-feu qui soit obtenu avant que des discussions ne se poursuivent. Ça, visiblement, Emmanuel Macron l'a entendu également dans la bouche de Donald Trump. Et puis aussi que la question sensible des questions territoriales de l'Ukraine soit bien négociée par Volodymyr Zelensky et par personne d'autre. Sur ce sujet, bien sûr, qui est sensible, la question des concessions. Emmanuel Macron a dit qu'il y avait évidemment un respect dû à la population ukrainienne, que tout ça, après 3 ans de guerre, devait se faire avec beaucoup de patience, dans le cadre de négociations qui auront lieu plus tard. Et Donald Trump a dit un peu la même chose tout à l'heure. Il y aura une autre réunion. En attendant, le grand rendez-vous, c'est celui d'Anchorage vendredi. Et si vous nous rejoignez, on a d'ores et déjà sur place, à Anchorage, en Alaska, une envoyée spéciale. Il s'agit de Laurent Saïm qui est avec nous. Vous êtes arrivé à Anchorage il y a quelques minutes. Est-ce que vous avez pu déjà parler avec les habitants? Ont-ils conscience de ce qui va se passer chez eux? Alors je peux vous dire oui, c'est une très bonne question. On a parlé avec les habitants et alors, mais ils s'en fichent complètement. C'est vraiment ce qu'ils nous ont demandé de dire parce que vous savez, nous, quand on est arrivé, eh bien tout de suite, on a été dans des boutiques, on a été dans des librairies, on a essayé de voir un maximum de gens en un minimum de temps pour prendre un peu cette ambiance d'Anchorage en Alaska. Eh bien tous les gens nous disent mais oui, c'est très loin de nos préoccupations. Je voudrais vous faire vivre en direct ce qu'on voit à Anchorage. Regardez, là c'est une des rues principales. Vous voyez, mais alors c'est le calme absolu. Avec l'expérience que j'ai sur les sommets, eh bien je n'ai jamais vu un tel calme dans une ville américaine à 48 heures d'un sommet historique. Il n'y a même pas de sécurité, ce qui renforce le sentiment que ce meeting historique aura peut-être lieu dans une base militaire permettant de mieux sécuriser les choses. Et puis à Anchorage, eh bien vous avez aussi des fresques ou des statues pour montrer un peu ce qu'est cet État. Et c'est ça qui nous frappe. On est tellement loin de l'Europe ici. On est arrivé en se posant, on a survolé évidemment le Groenland. On sait que le Groenland et l'Arctique sont des thèmes très importants pour le président Trump. Mais pour en revenir sur cette question d'ambiance, Alain, je peux vous dire qu'on est vraiment dans une ambiance de ville qui s'attend à rien. Et que dit la presse, alors, la presse locale? Alors la presse locale, elle ne parle ni de la Russie ni de l'Ukraine. La une du journal local et aussi de la chaîne locale, c'est l'effondrement d'un glacier qui s'est passé à Juneau, la capitale de l'Alaska. Et tenez bien, c'est une anecdote d'une certaine manière que je voulais vous raconter qui est assez symbolique. Ce glacier s'est effondré dans un bassin qui s'appelle le bassin Suicide. C'est ça qui mobilise aujourd'hui l'information locale en Alaska. Alors vous avez commencé, Laurence, à évoquer la réunion. Est-ce qu'on a des idées sur son déroulement ou tout est verrouillé ? Alors tout est complètement verrouillé, ça aussi c'est quelque chose de très surprenant. Dès qu'on commence à poser des questions, dès qu'on commence à envoyer des courriels à nos interlocuteurs à la Maison-Blanche, personne ne répond rien. C'est le plus grand secret pour le moment. On ne sait pas à quelle heure le président Trump va arriver, on ne sait pas à quelle heure le président Poutine va arriver. On sait bien sûr ce que vous avez diffusé en direct, à savoir la déclaration du président Trump disant qu'il espérait une deuxième réunion trilatérale derrière très vite. Est-ce que ça veut dire que si jamais le président Trump et le président Poutine parviennent à se mettre d'accord, le président Zelensky viendra? Mais en tout cas, sur la logistique, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas quand Donald Trump va arriver et on ne connaît certainement pas pour le moment sur place le lieu où cette rencontre se passera. Voilà, ce sont les informations que Neil Cambier qui est avec moi, Julie Rosière qui est aussi avec moi et moi-même, eh bien on a essayé d'avoir. Pour le moment, nous attendons cette rencontre historique et nous ne savons pas où elle va se passer.
On a encore un peu de marge, c'est vendredi de toutes les manières. Mais enfin, si vous avez des petits indiscrets d'ici la fin de cette édition spéciale, vous n'hésitez pas à revenir vers nous, ma chère Laurence Saïb. Est-ce que c'est assez habituel? Et là, je me tourne vers l'ambassadeur. Vous avez connu aussi la préparation de ce genre de sommet, de rencontres. Vous avez été informé en tant qu'ambassadeur. Ça veut dire que de toutes les manières, Donald Trump et Vladimir Poutine, c'est tout leur entourage qui prépare tout ça. Ce sont peut-être même les chefs d'état-major, les chefs de cabinet, ce qu'on appelle habituellement les Sherpas, quoi. C'est eux qui sont en train de tout préparer. Ce sera minuté, puis au dernier moment, la presse sera informée, quoi, de toutes les manières. Mais le fait que, c'est un peu particulier, la ville d'Anchorage est un peu particulière. Il se trouve que, il y a très longtemps, lorsque les avions ne survolaient pas la Sibérie pour aller en Chine, on faisait escale à Anchorage. Et effectivement, c'est il y a très longtemps. Donc, il m'est arrivé de faire escale à Anchorage. Il n'y a rien à Anchorage, effectivement. Donc, il n'y a rien parce que donc il se passe rien, même quand il y a un sommet international. Voilà. Toute la préparation se fait évidemment dans les capitales. Et puis, les services de sécurité sont là massivement, tant les services du président que les services russes, évidemment, pour tout quadriller et assurer que tout se passera bien. C'est probablement dans une base militaire, ce qui fait beaucoup plus simple puisque les délais de préparation étaient très courts. Donc ça veut dire qu'on aura une réunion très courte, on se sera mis d'accord rapidement, on fera la photo, parce que ça c'est le plus important, on fera la poignée de main, on aura les textes qui seront déjà prêts, déjà verrouillés, et puis ensuite on s'adressera sûrement de manière rapide à la presse, et puis ensuite Air Force One redécollera vers Washington, ça, c'est quand même redécollera vers Moscou. Moi je suis un petit peu plus sceptique, c'est quand même l'hypothèse optimiste. Bien sûr, il y aura des textes préparés, mais quand même, je pense que Poutine et Trump auront une vraie conversation. Alors peut-être qu'elle ne sera que d'1 heure, peut-être qu'elle sera d'un peu plus longue, mais ils auront quand même une vraie conversation, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils ne se sont pas rencontrés en personne, et l'un et l'autre ont certainement envie de se dire des choses, et qu'il y aura une réunion tête-à-tête avec un interprète, et une réunion, les deux délégations élargies, avec les Sherpas, etc. Et donc ça fait déjà une 2e heure. Parce que on ne peut pas échapper à la réunion élargie. C'est la coutume, si vous voulez. Où là, c'est plus convenu. En tête-à-tête, ils peuvent se venir des choses très intéressantes et justement pas forcément très convenables. Et pas très convenues, en tout cas. Parce que après ce qu'a dit Donald Trump, je veux arrêter cette guerre, des conséquences sévères si Poutine ne met pas fin à la guerre, ça veut dire derrière, il faudra quand même qu'il puisse dire quelque chose de concret au sortir d'Anchorage, quoi. Montrer que finalement, il a obtenu des choses. Ça va dépendre du type de cessez-le-feu dont on parle. Là, la situation sur le terrain, c'est que les Russes sont dans une dynamique qui est favorable. Ils grignotent du terrain régulièrement depuis au moins le début de l'année, voire fin 2024. Donc là, eux, ils n'ont pas intérêt à accepter un cessez-le-feu. Donc soit on leur propose quelque chose en échange, et ça, il n'y a pas grand-chose à leur proposer de concret. Soit eux, effectivement, répondent aux attentes de Trump pour qu'il puisse annoncer quelque chose et proposent un cessez-le-feu partiel. Un exemple, ça serait l'arrêt des bombardements par drone sur les villes ukrainiennes, qui n'a aucun intérêt stratégique si ce n'est de terroriser et de fatiguer la population ukrainienne. Ça, les Russes peuvent arrêter pendant 15 jours, 1 mois, ça ne change pas grand-chose à leurs opérations. Et puis demander un geste en retour. La question, c'est qu'est-ce qu'on leur concède en échange? Est-ce que Trump est prêt à céder sur les sanctions aussi vite et aussi facilement? C'est là où il va y avoir vraiment des sujets délicats. Je voulais juste attirer l'attention et alerter pour pas qu'on banalise trop le pays agresseur et le pays qui se défend, en fait. Parce que tout à l'heure, quand le collègue disait que les 4 régions sont de la même façon inscrites dans la constitution ukrainienne et inscrites dans la constitution russe, on peut pas, je suis désolée, on peut pas mettre un signe d'égalité entre les deux. Les 4 régions font partie de l'Ukraine telle qu'elle est reconnue par le droit international depuis 1991, en fait, du point de vue de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Elles ont été occupées, envahies et occupées par la force, par la Russie. Et effectivement, Poutine s'est dépêché de les inscrire dans sa constitution, mais en violation du droit international. Donc, c'est absolument pas des choses comparables qu'on puisse mettre côte à côte. On va écouter Volodymyr Zelensky, puisqu'il participait aujourd'hui, il était à Berlin avec le chancelier allemand, il participait à cette réunion avec les Européens, et Volodymyr Zelensky n'est pas dupe de ce qui peut se passer vendredi à Anchorage, en Alaska.
Poutine ne veut certainement pas la paix. Il veut l'occupation de notre pays. J'ai dit au président Trump et à tous nos collègues européens que Poutine bluffait, qu'il essayait de faire pression avant la réunion en Alaska et sur tout le front ukrainien, que la Russie essayait de montrer qu'elle pouvait occuper toute l'Ukraine. Bien sûr que c'est ça qu'il souhaite. Justement, on va aller à Kiev, retrouver en direct pour BFM TV, retrouver Cyril Amourski. Quel est le ressenti des Ukrainiens vis-à-vis de ce qui s'est passé aujourd'hui, Cyril ? Écoutez, le ressenti, c'est que, en tout cas, il y a eu une position commune de l'Ukraine et de l'Europe sur des sujets qui sont importants. Les Ukrainiens avaient vraiment peur que et l'Ukraine et l'Europe seraient délaissés lors de ce processus. Et on a appris donc hier qu'une telle conférence aurait lieu. Et c'est extrêmement important pour les Ukrainiens de voir qu'il y a une certaine unité européenne sur ce sujet. Pour autant, même s'il y a eu des déclarations désormais officielles de la part de Donald Trump sur ce qu'il attend de cette conférence, de cette rencontre avec Poutine, sur les conséquences potentielles en cas de non-acceptation d'un cessez-le-feu et donc de la fin de la guerre, eh bien les Ukrainiens restent quand même très sceptiques parce qu'ils savent que Donald Trump a changé de rhétorique à de nombreuses reprises, que ce n'est pas la première fois qu'il annonce de potentielles conséquences pour la Russie et que finalement rien ne se passe. Donc les Ukrainiens pour l'instant restent très prudents, ils attendent absolument le vendredi pour voir ce qui va se passer en Alaska, mais pour l'instant il reste quand même beaucoup de prudence, beaucoup d'inquiétude et beaucoup moins d'espoir. Ça veut dire qu'en fait, ils sont plutôt inquiets du sort qui est réservé à l'Ukraine, plus que dans l'attente qu'il sorte quelque chose de concret vendredi, quoi, en fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour l'instant, on a beaucoup de déclarations, mais les Ukrainiens attendent des faits. Ils voient que les États-Unis apparemment sont d'accord avec l'Europe sur le fait qu'ils font un cessez-le-feu et que c'est vraiment la priorité absolue. Donald Trump l'a répété aujourd'hui il y a quelques minutes. Mais pour autant, il n'est pas clair. Est-ce que les États-Unis vont tout de même accepter ou bien se faire avoir? C'est comme ça en tout cas que c'est vu par les Ukrainiens ici, par le discours de la Russie. Est-ce qu'ils vont être convaincus par les paroles de Poutine comme quoi il a envie de mettre un terme à la guerre alors qu'en réalité, quand on regarde le terrain, les Russes ne cessent d'avancer et on a des frappes régulières et permanentes même sur l'Ukraine. Les Ukrainiens attendent de voir une fois de plus ce qui va se passer après-demain. Et en tout cas, ce qui est rassurant d'un point de vue ukrainien, c'est que le président Zelensky a dit qu'il n'y aurait pas de négociation sur un potentiel soi-disant échange de territoire. Et je le rappelle, on ne peut pas vraiment parler d'échange de territoire puisque ce sont des territoires ukrainiens dans les deux cas dont il s'agit. Et donc les Ukrainiens regardent avec beaucoup de scepticisme et avec surtout beaucoup d'inquiétude ce qui va se passer vendredi. Cyril Amourski, donc en direct de Kiev pour BFM TV. Pourtant, cette guerre, il faut l'arrêter. Enfin, bien évidemment, ce n'est pas les Ukrainiens qui l'arrêtent, la guerre. C'est aux Russes de l'arrêter. Mais je suppose qu'ils ont la même envie aussi que tout à fait. Mais c'est ce qu'il demande à Zelensky depuis des mois. Un cessez-le-feu inconditionnel et négocier pour trouver les conditions, en fait, pour qu'on puisse trouver une paix juste et durable, en fait. Mais par contre, il faut qu'on se méfie aussi. La paix juste et durable, c'est le retrait complet des troupes russes, ce que ne veut pas... Tout à fait. Il faut aussi, par contre, faire attention de ne pas tomber dans la perversion du discours, la propagande russe, qui dit que parce que l'armée ukrainienne ne veut pas déposer les armes et Zelensky ne veut pas capituler, parce que de facto, c'est ça qu'il voudra obtenir Poutine le 15, en fait. Une capitulation de l'Ukraine pour dire ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à vous est à moi aussi, en fait. Et donc, en fait, l'inversion du discours, c'est de dire c'est Zelensky qui va en guerre, c'est Zelensky et l'Europe qui ne veulent pas que la guerre s'arrête, et donc c'est vous qui êtes des jusqu'au-boutistes et c'est vous qui êtes responsable si la guerre continue. Mais par contre, c'est une inversion complètement tordue de la réalité des faits. Il y a bien un pays qui est agresseur et un pays qui se défend au coup de ses soldats et de sang et des voix, des dizaines, des centaines de milliers de civils aussi qui souffrent. Justement, puisqu'on parle de cette guerre qui n'arrive pas à se stopper, même si Donald Trump aujourd'hui a réaffirmé sa volonté d'arrêter le conflit. Sur le terrain, ça continue. On va voir ça avec vous d'ailleurs, Stéphane Maggiolini, parce que justement, l'armée russe, elle progresse, et ce de façon importante, même inédite. Oui, c'est ça, 110 km² en l'espace de 24 heures. C'est la surface revendiquée par Moscou il y a quelques heures. Et selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, il s'agit là de la plus grosse progression quotidienne depuis plus d'un an. Mai 2024 pour être précis. Normalement, pour parcourir cette surface-là, il faut 6 jours aux troupes de Vladimir Poutine. Alors, preuve de l'importance de cette percée, l'évacuation ordonnée aujourd'hui par l'Ukraine d'habitants dans une dizaine de localités à l'est du pays. Vous voyez cette carte avec cette bande rayée, cette bande de régions d'oblast convoitées par la Russie, notamment la région de Donetsk. C'est là que
Russie avance de façon assez inquiétante, Alain, pour l'Ukraine. Justement, alors voyons cette avancée. Pourquoi est-ce qu'elle est particulièrement inquiétante, comme vous venez de le dire? Elle est inquiétante parce que déjà, elle a été rendue possible par des infiltrations russes qui ont connu un certain succès dans un secteur pourtant solide, d'ordinaire. Du point de vue défensif côté ukrainien, on est sur la ligne jaune, la ligne de front dans le sud-est du pays. Maintenant, regardez cette autre carte qui va apparaître à l'écran, ces flèches bleues, on dirait presque une pince de crabe. On est à l'est de Pokrovsk, une ville minière convoitée depuis plus d'1 an par la Russie. Dans le camp de Zelensky, on reconnaît cette avancée d'une dizaine de kilomètres, mais on relativise en assurant qu'il n'y a pas de blindés, par exemple, sur ces avancées. Ce qui inquiète quand même les Ukrainiens, c'est qu'on est à 2 jours du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, que la Russie ne semble pas être dans une posture de paix, de cessez-le-feu. D'ailleurs, le ministère de la Défense, le ministère russe de la Défense, a affirmé que ces unités avaient conquis 2 villes, dont Nikaronivka. On est juste au nord-est de Pokrovsk, dont je parlais à l'instant. La Russie qui occupe à ce stade près de 20% du territoire ukrainien. Merci Stéphane Maggiolini. Romain Milchiarek. Alors à ce rythme record de 100 km² par jour, globalement il leur faut encore au moins 8 mois pour arriver à avoir l'ensemble des 4 régions qu'ils revendiquent. Faire attention aussi avec cette idée de percée qui visuellement a l'air impressionnante parce qu'en gros on a peint sur cette carte en rouge tout le chemin qu'ont suivi ces hommes à pied de nuit. Mais de quoi on parle concrètement? On parle de quelques paires de soldats infiltrés. Ils sont probablement moins d'une dizaine. Pour occuper le terrain, ça fait un peu léger. Donc ils s'enterrent globalement dans des maisons en ruine. Et puis ils essaient de tirer sur ce qu'ils peuvent, sur ce qu'ils voient passer, en espérant qu'ils ne se fassent pas abattre au passage. Les Ukrainiens ont diffusé aujourd'hui des images de ces soldats qu'ils auraient capturés. Alors, est-ce qu'ils les ont tous capturés ou pas? On ne sait pas. Un aspect intéressant sur la qualité de ces soldats-là, c'est que ce sont des gens qui viennent d'unités conventionnelles. Donc, ce ne sont pas des unités d'élite habituées à s'infiltrer, formées pour s'infiltrer. Ce sont des gens qu'on prend dans des unités d'infanterie. On leur dit, voilà, on vous met une tenue de camouflage pour pouvoir avancer de nuit. Et puis, bonne chance en espérant que vous y passiez pas. Les taux de perte de ces unités infiltrées sont énormes. Donc, c'est des gens qui sont largement sacrifiés. Et on est vraiment sur une logique qui est de sacrifier massivement des troupes pour essayer de trouver à chaque fois les petits espaces où avancer, les petites opportunités. Ce qui n'empêche, ne nous trompons pas, que les Russes progressent réellement. Mais on n'est pas sur une bascule opérationnelle, sur une bascule stratégique, sur un changement de réalité sur le champ de bataille. On n'est pas sur une vaste offensive militaire. Les Russes avancent. Alors ils sont à l'offensive, ouais. Ils avancent. Ils ont de grandes difficultés à avancer. Ils acceptent des sacrifices colossaux pour avancer. Et par contre, sujet beaucoup plus inquiétant, Volodymyr Zelensky a dit hier que d'après leur service de renseignement, les Russes étaient en train de déployer des renforts dans 2 zones, Donetsk, qu'on vient de voir sur cette carte, et plus au sud, Zaporijjia, qui est une zone où il n'y a pas actuellement de combat intense. Donc peut-être chercher à les pousser sur un 2e front et à l'intensifier. Et il y a enfin des informations qui sont sorties aujourd'hui, qui viennent des services de renseignement ukrainiens, qui estiment qu'il y aurait aujourd'hui 11 000 soldats nord-coréens en train d'être déployés le long de la frontière du côté de Koursk, ce qui permettrait aux Russes de soulager leur propre défense sur leur territoire pour envoyer les troupes qui sont censées garder leurs frontières sur la ligne de front en se reposant sur leurs alliés nord-coréens. Ce qui veut dire qu'il a encore des ressources, quoi, de toutes les manières. Alors là-dessus, il n'y a aucun doute. Vladimir Poutine, parce que pendant longtemps, on disait, vous vous souvenez, ce qui était une réalité d'ailleurs, hein, ces soldats, ils sont contraints, ce sont des prisonniers, on a vidé les prisons, le sous-équipement, en attendant... Ça a eu lieu. Oui, ça a eu lieu, mais il continue de tenir et d'avancer, même si ce sont des percées que vous nous avez bien expliquées. Mais enfin, il est là, il tient, quoi. Oui, il y a 2 choses qu'il faut qu'on prenne en compte. D'abord, ce qui démontre bien, en fait, alors, la fragilité à la fois du système et en même temps son extraordinaire résilience, c'est que l'armée russe, traditionnellement, et elle n'a rien encore changé, elle a 2 conscriptions, une au printemps, une à l'automne. Et à chaque fois, on mobilise plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui sont ensuite intégrés dans les forces. Ils ont quand même largement modifié le système de recrutement, au sens où certains de ces conscrits qui, selon la loi, ne peuvent pas combattre, eh bien on les transforme ensuite de manière plus ou moins forcée en volontaires. Et on les envoie sur le front, où ils servent, littéralement, comme disait Romain, de chair à canon. Mais
il y a une forme d'adaptation que les Russes sont capables de mettre en œuvre. En fait, cette adaptation, elle est forcée aussi par le fait que les Ukrainiens, de leur côté, sont encore plus les champions de cette adaptation. En fait, entre l'épée et le bouclier, vous avez à chaque fois cette espèce de course de vitesse. Et ce qui est en fait inquiétant, c'est que aujourd'hui, la ressource qui manque le plus en fait à l'Ukraine, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, et ça se voit d'ailleurs. Une des raisons pour lesquelles ces percées, elles peuvent avoir lieu, c'est parce que sur une ligne de front qui est en réalité plus ou moins discontinue, c'est-à-dire que faut pas s'imaginer qu'il y a un homme tous les mètres. Voilà, vous avez en fait des blocs, des pôles, l'aménagement et la canalisation des forces de telle sorte que derrière on puisse sauver un maximum de troupes pour pouvoir créer soit des réserves et être capable d'aveugler une brèche. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Les Ukrainiens, qu'ont-ils fait ? Ils ont retiré un corps qui sert un peu de pompier, le premier corps Azov. Et quand on parle d'un corps, on parle de plusieurs milliers d'hommes. On ne parle pas de 5 ou 10 ou 1500 hommes. On parle vraiment de plusieurs bataillons qui sont envoyés pour aveugler la brèche. On parle de bascule de force, là encore, entre le nord et le sud. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'imaginer les efforts logistiques qui sont impressionnants. Et c'est un point important. C'est-à-dire que la vraie difficulté que les Russes ont sur un sujet comme ça, c'est est-ce qu'ils sont capables d'engager leur deuxième échelon et de passer de la percée à l'exploitation. Et là, véritablement, on est encore dans le flou. Ouais. En attendant, ces territoires, ils sont là. Ils ont été conquis, c'est ce que disent les Russes, et ils les tiennent. Or, les négociations, si négociations il y a, elles vont bel et bien porter sur ces territoires que l'on a vus. Mais ça ne pourra pas se faire sans les Ukrainiens. Ça, c'est ce qu'a dit, martelé aujourd'hui le président de la République, Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il a tenu à avoir ces réunions aujourd'hui, Alexis Cuvillier. Pour remettre Volodymyr Zelensky dans le jeu, tenter de le remettre dans le jeu avant la réunion de vendredi, quoi. C'était la condition qui avait été fixée par les Européens et par la diplomatie française, que d'une certaine façon, en Alaska, il ne puisse pas y avoir une négociation qui permette que dans le dos de Volodymyr Zelensky, des choses soient actées sur ces fameuses concessions territoriales. Pour autant, Emmanuel Macron, depuis plusieurs mois, explique, il l'a fait d'ailleurs chez nos confrères de TF1 il y a quelques semaines, et il le dit sans détour. Il dit qu'il sait et qu'à un moment donné, les Ukrainiens devront faire ce type de concession, et pour reprendre son expression de l'époque, les Ukrainiens le savent. Et donc Emmanuel Macron, comme d'autres Européens, s'attendent à ce que ces discussions elles aient lieu. Simplement, il faut qu'elles aient lieu dans un temps qui est un temps consacré, pas forcément ce vendredi, on l'a bien compris, une nouvelle réunion, idéalement en Europe, dans un pays neutre, a dit tout à l'heure le président de la République, cette fois-ci dans un format tripartite, avec bien la présence de Volodymyr Zelensky, et bien que les Ukrainiens aient là-dessus une latitude de réflexion. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron à la fin de son intervention tout à l'heure lorsqu'il a été interrogé. Le respect de ce peuple qui est en guerre depuis plusieurs années, c'est quelque chose de douloureux. Ça ne peut pas se faire sur un coin de table en Alaska. Juste pour ajouter un petit point, pour Macron et pour les Européens, il est important que le jour où ça se fera en faisant une référence à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'on reconnaîtra simplement les faits. L'Ukraine reconnaîtra que une partie de son territoire sera administrée par une durée qu'on ne connaît pas, par les Russes. Sera administrée par les Russes, mais ne fera pas partie de la Fédération de Russie. Et ça, c'est un point clé, parce que les Européens sont très attachés au respect du droit international. Alors ça peut paraître futile, c'est certainement futile pour M. Trump, parce qu'il dira ça c'est du détail. C'est pas du détail du tout. Et pour les Européens, je crois que c'est même plus important que le fond. Mais justement, les Européens, qu'est-ce qui est ressorti de leur réunion ? Ils ont une position commune, ils étaient satisfaits de ce qui s'est passé aujourd'hui au Palais Alexis Cuvillier. Alors donc, nous avons entendu tout à l'heure Emmanuel Macron, Friedrich Merz s'exprimer, et en fin de journée, c'est Hugo Capelli qui est à Brégançon qui nous l'a transmis. Les coprésidents de la coalition des volontaires ont co-signé une déclaration qui a été envoyée aux journalistes, dans laquelle il y a un certain nombre de points qui sont pour la plupart des points qui reprennent certaines mesures d'ores et déjà avancées par Emmanuel Macron tout à l'heure. Les dirigeants ont salué les efforts du président Trump
pour mettre fin au massacre en Ukraine. Ils se sont félicités des discussions ouvertes avec le président plus tôt dans la journée. Je cite, sur le point intéressant des sanctions qu'on a entendu. On a entendu Emmanuel Macron évoquer ce sujet tout à l'heure. Les sanctions et les mesures économiques plus larges visant à faire pression sur l'économie de guerre russe devraient être renforcées si la Russie n'acceptait pas un cessez-le-feu en Alaska. Donc ça veut dire que c'est une façon de faire pression sur la Russie pour que cet engagement que Donald Trump a pris tout à l'heure soit bien tenu. Dans un dernier point aussi intéressant et peut-être un peu différent de ce qu'on a entendu tout à l'heure, aucune restriction ne devrait être imposée aux forces armées ukrainiennes ni à leur coopération avec des pays tiers. La Russie ne devrait pas pouvoir opposer son veto au chemin de l'Ukraine vers l'Union européenne et vers l'OTAN. Alors, le fil chronologique des événements de la journée, c'est donc ce que résumait à l'instant Alexis Cuvillier, cette réunion en visioconférence entre les Européens, 3 réunions, quelques représentants européens, président de la République, chancelier allemand, le Premier ministre britannique, le président du Conseil européen, entre Brégançon, Berlin et Donald Trump à Washington, Volodymyr Zelensky. Il en est ressorti, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, qu'il a entendu la volonté américaine d'obtenir un cessez-le-feu, de ne pas laisser à l'écart les autorités ukrainiennes. Et puis, un petit peu plus tard dans la journée, c'est Donald Trump, à 48 heures de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le président russe, qui lui-même est venu prendre la parole, assurer qu'il y avait une vraie fermeté d'obtenir quelque chose de Donald Trump à Anchorage vendredi. Nous allons rencontrer Poutine dans une seconde réunion. Si le premier se passe bien, je pense que ce sera assez rapide avec Poutine et le président Zelensky et moi, s'ils veulent que je sois là. Et ce sera une réunion qui sera une négociation. Donc une première réunion vendredi, si elle se passe bien, on peut en envisager une deuxième. On va aller à New York retrouver Elisabeth Guedel en direct pour BFM TV. Est-ce que Donald Trump espère véritablement, Elisabeth, obtenir le cessez-le-feu de Vladimir Poutine, parce qu'on avait même l'impression, au fil des déclarations, qu'il minimisait la portée de la réunion de vendredi. Alors c'est sûr que Donald Trump veut obtenir quelque chose, passer quand même pour un succès, ce sommet avec Vladimir Poutine vendredi. Il sait aussi que c'est difficile. Il avait promis de mettre fin, vous vous en souvenez, à ce conflit dès son retour à la Maison-Blanche. Ça fait 7 mois qu'il a été investi et qu'il est retourné dans le bureau ovale et cette guerre continue. Donc il sait que ça va être difficile. Comme bon négociateur, eh bien il met la barre bas. C'est ce que la Maison-Blanche a fait depuis plusieurs jours, minimiser les attentes en disant faut pas s'attendre à un accord. La porte-parole de la Maison-Blanche le répétait encore hier, il ne faut pas s'attendre à un accord. Donc là, c'est un cessez-le-feu. On ne sait pas du tout quelles sont les conditions, on ne sait pas combien de temps ce cessez-le-feu va durer et puis surtout quelles seront les conditions. Mais il se met cette barre, il se met avec les Européens. Donald Trump a cette capacité toujours de prendre en force son audience, son auditoire. C'est avec les Européens aujourd'hui pour faire face à Vladimir Poutine. Mais maintenant, on a effectivement très peu de détails. Minimiser cette première rencontre, il va y avoir cette deuxième rencontre. Et là, on apprend même que au mieux, ce deuxième sommet se déroulera sans Donald Trump. Il se fait un peu désirer, comme il le dit. On verra s'ils veulent de moi ou pas. Mais effectivement, la tactique, c'est de minimiser les attentes de vendredi pour obtenir un maximum, au mieux, donc un cessez-le-feu. Mais là encore, on ne sait absolument pas ce qu'il va accepter de la part de Vladimir Poutine, de la part des Russes, pour mettre ces conditions favorables à ce cessez-le-feu. Elisabeth Guedel, est-ce que Donald Trump est prêt à de la fermeté ? Parce qu'on l'a entendu dire, attention, il y aura des conséquences sévères si Vladimir Poutine ne met pas fin à la guerre. Parce que jusqu'à présent, Donald Trump a toujours évité de critiquer quand même frontalement son homologue russe. Et oui, c'est toute la question pour les Américains. D'ailleurs, c'est ce qui ressort de la presse américaine actuellement. C'est dans quelle mesure Donald Trump sera suffisamment ferme face à Vladimir Poutine. Vous l'avez dit, il a toujours évité de le critiquer. Il dit même que si lui avait été président au moment où la guerre s'est déclenchée, eh bien, il n'y aurait pas eu la guerre, ça sous-entend que lui est assez proche de Vladimir Poutine pour lui faire entendre raison et ne pas envahir l'Ukraine. Donc, quelle sera la marge
marge de manœuvre de Donald Trump, parce qu'il sera capable vraiment de dire ce n'est pas possible, c'est sans condition, un cessez-le-feu sans condition. On sait que son envoyé, son conseiller diplomatique, Steve Witkoff, il y a 2 semaines, était à Moscou, et que le côté russe, il était avancé d'obtenir le contrôle officiel, définitif de certaines régions qui sont actuellement occupées par la Russie en Ukraine. On verra donc ce que Donald Trump va présenter comme voilà, on a un cessez-le-feu, mais voilà les conditions, ou alors s'il n'y a vraiment aucune condition, ou alors s'il n'y a rien du tout à la sortie de ce sommet de vendredi. Merci Elisabeth Guedel. Claude Blanche-Maison, je vais vous faire prendre un petit pari. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un cessez-le-feu qui sortira de la réunion vendredi? Ah non, pas vendredi. Pas vendredi, mais il se peut que si Trump est relativement ferme et si Poutine ne veut pas rompre avec Trump et veut lui faire plaisir, qui est l'idée que tous les deux vont agir dans le sens d'un cessez-le-feu. Et ça sera pour la réunion suivante, éventuellement, ou pour une autre réunion encore, d'en discuter les conditions. Parce que c'est bien gentil de dire « je veux un cessez-le-feu ». Politiquement, ça serait très important si ça arrivait vendredi. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passerait sur le terrain? Ça veut dire quoi? Qu'il garantirait? Ça veut dire garantirait que les colonels sur le terrain donneraient un coup de clairon, où il n'y a plus de clairon, mais donneraient la radio et diraient cessez le feu. Oui. Bon. Et comme les troupes sont imbriquées, il ne se passerait rien. Les gens continueraient à se battre, il y aurait des initiatives locales, etc. Le vrai cessez le feu a toujours été négocié pendant plusieurs jours par des militaires qui décident exactement où passe ce cessez-le-feu, comment on désimbrique les troupes, c'est tout simplement pratique. Et ensuite, effectivement, il y a un deuxième sujet qui est tabou, dont personne ne veut parler, qui fait l'administration du cessez-le-feu, qui gère le cessez-le-feu. C'est hors de question que ce soit l'OTAN, par exemple. exemple, quoi, de toutes les manières. Des troupes neutres, Ouais. des troupes neutres, évidemment. Donc ce serait éventuellement ça peut être ni les copains de Poutine, ni les copains bon, voilà. Donc ça peut pas être l'OTAN non plus. Donc effectivement, on ne veut pas en parler. Mais il y a un véritable problème. On parle là d'un cessez-le-feu politique qui créera naturellement un effet, sans doute la fin des bombardements civils, en effet, d'objectifs qui n'ont pas qui n'ont aucun sens sur le plan militaire. Mais ça ne sera pas un vrai cessez-le-feu. Je voudrais quand même souligner le courage et l'habileté de la diplomatie européenne, parce que comparativement à vendredi dernier, le 8 août, quand Trump a annoncé avec une telle virulence cette rencontre, on avait l'impression vraiment que ça allait être un Yalta bis, ils allaient redessiner les frontières, il y aura des échanges de territoires, swap comme il disait et tout. On était vraiment perplexe en fait, hein. Et en espace de quelques jours, on a quand même réussi à lui faire flécher un peu le discours. Il ne parle plus maintenant d'un accord, mais d'une rencontre exploratoire et tout ce qu'on a discuté sur le plateau ce soir. Donc tout ça, ça s'est fait grâce à la pression et à l'habileté, à la finesse de la diplomatie européenne qui a appris à parler à Donald Trump tout en tenant compte de son côté très lunatique et versatile. Mais vous dites la diplomatie européenne. Donc il y a eu ces 3 réunions aujourd'hui, il faut le rappeler. 3 réunions avec Volodymyr Zelensky, avec aussi Donald Trump. Voilà les petits commentaires qui sont venus de Moscou, notamment dans le courant de la journée. Vous les avez entendus, vous savez ce qui s'est dit. Voilà, nous considérons les consultations demandées par les Européens comme des actions politiquement et concrètement insignifiantes. Voilà ce que dit un des responsables du ministère russe des Affaires étrangères. Donc c'est cause toujours... Tu m'intéresses, quoi, en fait. Moscou n'a strictement rien à faire de ce qui a pu s'être dit aujourd'hui, quoi. C'est peut-être le même qui, il y a quelques semaines, désignait les Européens, et tout particulièrement les Français, comme les véritables ennemis. Parce que le discours européen, et notamment le discours français, est insupportable pour le Kremlin, naturellement, puisque c'est la contestation même du système, bien entendu. Donc, effectivement, ils ont entrepris de mépriser les réunions d'aujourd'hui. C'est le jeu, mais c'est de la communication. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en réalité, il y a effectivement une forme de jeu. C'est-à-dire que quand les Russes témoignent en expédiant ce genre de message, c'est effectivement pour décrédibiliser ce poids qu'ont les Européens. Or, ils savent bien quand même qu'il y a une chose que les Européens ont dans leurs mains, c'est justement les sanctions. Parce que les sanctions, c'est pas les Américains, en fait. Les Américains, effectivement, menacent, trompettent, mais pour le coup, les seuls à en avoir véritablement appliqué, et d'ailleurs auxquels les Américains, dans certains domaines, se sont ralliés, ce sont les Européens. 18 paquets de sanctions qui commencent effectivement, au bout d'un certain temps, à faire réellement mal.
Et c'est ça, en fait, aussi un des enjeux. C'est quelle pression Poutine peut-il exercer en faisant des promesses à Trump, de telle sorte que derrière, Trump, par un jeu de billard, fasse pression sur les Européens pour lever ces mêmes sanctions. En fait, Poutine ne peut pas aller voir les Européens en disant « Bon, écoutez, allez-y, levez les sanctions ». Et en fait, c'est pour ça qu'il y a une espèce de forme de vous n'êtes que sur le strapontin et finalement, vous ne parlez pas. Mais derrière, on peut imaginer que ça s'agite parce que ce levier des sanctions, c'est quand même une des forces et sans doute peut-être le chemin étroit que les Européens doivent suivre, parce que c'est celui qui fait peut-être le plus mal. L'objectif des Russes, c'est de parvenir à disperser les alliés, à s'assurer que à les diviser, que les Nord-Américains et les Européens se parlent le moins possible, que les Européens entre eux se parlent le moins possible, en jouant sur cet argument de cette rencontre ne sert à rien, ces échanges ne servent à rien. Ils font écho aussi à une conviction de Donald Trump qui considère qu'il est quand même très au-dessus de la mêlée européenne et que tout ce peuple européen, il n'a pas de vraie raison de l'écouter. Alors, ils cherchent aussi peut-être les Russes à jouer sur les égos des Européens, qui sont un petit peu dans un discours très poli vis-à-vis des Américains, en disant c'est les Américains qui ont le leadership, on est content qu'on soit tous d'accord, que Donald Trump ait entendu ce qu'on avait à dire, que ce soit lui qui mène la négociation. Il y a quand même un côté, on flatte Donald Trump pour que ça aille dans le sens que les Européens veulent. Et donc, ce que font les Russes, c'est aussi ça, de jouer sur cette carte de les Européens sont fragiles, ils se retrouvent à la botte des Américains, de jouer aussi sur cette corde de mais qui a le leadership? Est-ce que c'est les Français? Est-ce que c'est les Allemands? Est-ce que c'est les Anglais? Et ils savent jouer de ça parce que ce sont aussi des choses qui fonctionnent en Europe où on se bat pour avoir ce leadership. Dans tous les cas, aujourd'hui, le président Macron, à Brégançon, a pris la parole rapidement après les deux premières réunions, en attendant la troisième. Il s'exprimait sur la confiance qu'il avait en Donald Trump et toujours en répétant qu'il était hors de question de laisser l'Ukraine hors du champ des négociations de ce qui allait se passer. Je propose d'écouter le chef de l'État. Les positions sont connues et elles marquent aussi l'unité, pas simplement des Européens, mais de tous les alliés qui se sont retrouvés dans cette coalition des volontaires que nous avons bâtie ces derniers mois, qui est de dire que nous tenons évidemment à cette unité, que nous voulons que tout ce qui concerne l'Ukraine soit discuté avec l'Ukraine, que nous voulons une paix qui soit robuste et durable, c'est-à-dire une paix qui règle à la fois les questions territoriales mais de garantie de sécurité pour l'avenir. L'Europe, ces derniers mois, a pris des décisions historiques pour devenir une puissance militaire, ce qu'elle n'était pas en tant que quantité. Là, aujourd'hui, on a un vrai pilier européen de l'OTAN, il est reconnu comme tel, et on a une Europe qui prend en main son destin. On sait tout ce qu'il nous reste à faire pour réduire nos dépendances, mais je pense que l'unité qui est la nôtre aujourd'hui, notre capacité à dialoguer, à exprimer nos demandes, nos désirs, nos volontés, nos objectifs stratégiques, mais aussi à les porter, est extrêmement importante, est en train de marquer, si je puis dire, en temps réel, un changement dans la nature de ce qu'est l'Union européenne. Nous sommes en train, progressivement, de devenir une puissance géostratégique. En tout cas, c'est ce que nous voulons et ce que nous continuerons de faire. Le président Trump a été très clair sur le fait que la volonté américaine était d'obtenir un cessez-le-feu à l'occasion de cette réunion en Alaska. Et c'est très important qu'à l'occasion, en effet, de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique. Et nous soutenons cette initiative, en même temps que des nouveaux échanges de prisonniers et des libérations d'enfants. Que les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien. Et c'est la position que nous soutenons. Elle a été très clairement exprimée par le président Trump. Et donc, elle augure d'une réunion à venir. Il y a une satisfaction quand même des Européens de se dire on a fait bloc, on est en train de devenir une puissance géostratégique, puissance militaire. Ce que nous avons dit aujourd'hui, ça va porter. Voilà, et on a eu l'assurance du président Macron. Alors, on s'illusionne et dans la méthode Coué, on essaie de se convaincre, Alexis Cuvillier. On est ici vraiment dans quelque chose qui est tout à fait en cohérence avec la position du président de la République ces derniers mois, voire ces dernières années. C'est-à-dire que il y a d'abord cette conviction que Emmanuel Macron et ses alliés européens peuvent parler à Donald Trump et qu'à la fin Donald Trump les écoute, ce qui est extrêmement relatif lorsque l'on regarde l'histoire des dernières années. Nous verrons vendredi si cette fois-ci ça s'est vraiment passé comme ça et si cette fois-ci vraiment Donald Trump a dit aux Européens des choses sur lesquelles il allait tenir. Et puis toute la première partie de ce qu'on a entendu là, c'est l'Europe de la défense,
c'est le projet là-dessus sur lequel Emmanuel Macron a eu quelque part une certaine vision sur le fait qu'il fallait renforcer l'Europe et qu'il fallait la renforcer durablement sur le point de vue stratégique, sur le point de vue de la défense. Il y a eu ces fameux discours dits de la Sorbonne. Il y en a eu 2 où le président de la République a répété à chaque fois que l'Europe avait manqué un certain nombre d'occasions de se renforcer. Et là, du coup, il veut insister sur le fait que, il y a maintenant cette Europe qui existe et qui est un acteur stratégique plus important. Mais c'est une opinion du président de la République à laquelle on peut opposer énormément de contre-arguments. D'abord, celui que je disais à l'instant, c'est-à-dire que Donald Trump, certes, se comporte plutôt bien ces derniers temps avec ses alliés européens, mais a-t-il vraiment, au fond, un intérêt pour ce qu'il leur dit? Ça, c'est à voir. C'est pas toujours certain. Et la deuxième chose, c'est que fondamentalement, les Européens, et c'est tout le sens du ballet diplomatique des derniers jours, ils sont dans une position de spectateur de ce qu'il se passe, parce que ils ne sont pas associés directement, à ce sommet, qui a lieu dans 2 jours. C'est pour ça que cette réunion, elle a été organisée à la va-vite avec Donald Trump, qui poliment leur a dit, écoutez, je viens participer, mais de toute façon, je sais ce que j'ai à faire, mais je vais pas me fâcher avec vous. Est-ce qu'elle va vraiment peser en Anchorage vendredi, quoi? Ça renforce quand même un peu, ça renforce Trump vis-à-vis de Poutine, quoi qu'on dise le Kremlin, parce que ça veut dire qu'il y a quand même un front avec Trump, entre Zelensky et les dirigeants européens. Donc, et les autres, d'ailleurs, qui sont joints à la 3e réunion. Non, je crois que ça le renforce, qu'en plus, ça limite les critiques que faisaient les Européens. Hier, il n'y avait pas de mots assez critiques vis-à-vis des propos de Trump. Ouais. C'est fini, puisque maintenant, il y a un alignement avec des efforts des 2 côtés, finalement. Donc, je crois que pour lui, c'est positif. La seule question, c'est que il est un petit peu imprévisible et 48 heures plus tard, on ne sait pas trop ce qu'il va dire, bien sûr. D'abord, il y a ses conseillers, il y a aussi parfois, puisqu'il l'a dit une fois, même son épouse, la première dame, il peut être soumis à plusieurs influences. Je suggérerais à nos amis ukrainiens, d'ailleurs, que d'utiliser la première dame comme dernier argument pour, en effet, que ça ne dérape pas. Mais c'est vrai que on peut jamais être sûr de la ligne stratégique qu'il va adopter vendredi. C'est important vendredi pour Vladimir Poutine de montrer qu'il est encore un grand dirigeant d'un grand pays, d'une grande puissance. La réalité, c'est que le bilan de sa politique de ces dernières années, de ses campagnes militaires, c'est que les Européens, après des décennies à désarmer, se réarment massivement, ont repris conscience qu'ils vivaient dans un monde dangereux. Les conséquences, c'est qu'il y a 2 pays européens qui refusaient de rentrer dans l'OTAN, qui y sont rentrés, et que tout ce monde-là est en train de vraiment se préparer à se défendre si un jour les Russes décidaient de les menacer. La question qui va se poser, c'est de quel côté de la barrière européenne vont se retrouver les Ukrainiens. Est-ce qu'ils vont être lâchés en rase campagne par des Ukrainiens qui ne prendront pas, par des Européens, qui ne vont pas prendre trop de risques pour les Ukrainiens, ou est-ce que les Européens vont continuer de les défendre jusqu'au bout? Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les Européens ont fait passer des messages à Donald Trump. Donc la réunion, elle a lieu vendredi, le sommet à Anchorage, et nous y étions il y a quelques minutes encore avec Laurent Saïm. Mais on est d'ores et déjà, quand on écoute Donald Trump, qu'on a entendu en direct, on est d'ores et déjà, au-delà de la réunion de vendredi avec Vladimir Poutine, écoutez le président américain. Je devais de toute façon rencontrer le président Poutine et ensuite parler à Zelensky, et je l'appellerai directement après. Je pense qu'il y aura une deuxième réunion qui sera encore plus productive que la première. Pour le moment, on va voir où on en est. On a du mal là maintenant presque à se demander, à suivre le déroulement. C'est-à-dire vendredi à Anchorage, et puis Donald Trump, il est déjà dans le coup d'après, comme s'il avait déjà en tête ce qui allait se passer. Tout était déjà écrit pour vendredi prochain, quoi, en fait. L'Europe n'a pas encore dit le dernier mot. Et effectivement, c'est la conséquence du fait qu'il peut y avoir des pressions et qu'on ne doit pas hésiter, on ne peut pas se soumettre à ces velléités des 2 leaders, des 2 présidents qui ont un peu des tentatives prédatrices de part et d'autre, en fait. Il ne faut pas oublier que Donald Trump voulait la Groenland, le Canada, et tout ça. Donc, il arrive quand même avec une vision de la politique internationale assez spéciale. Pour revenir sur le mépris de Poutine par rapport aux Européens, ça s'explique par le fait qu'il place la Russie aujourd'hui dans l'héritage de l'ex-URSS.
Et il vit encore, lui, avec un logiciel mental de la guerre froide où il y avait l'ex-URSS et les États-Unis. Et donc, c'est pas la faute des Européens d'avoir fait des efforts quand même, d'essayer d'intégrer, de travailler avec la Russie à l'arrivée de Poutine en 2000. En fait, moi, je me souviens à l'époque, j'étais étudiante en France et j'entendais Jacques Chirac et les autres leaders français parler d'une Europe allant de Lisbonne jusqu'à Vladivostok. Et je me posais des questions. Je me demandais, est-ce qu'un jour, vraiment, la Russie voudra être assise autour de la table de la grande famille européenne, sauf que ça n'a jamais été l'intention de la Russie, ça n'a jamais été l'intention de la Russie de Poutine. On l'a laissé faire avec la guerre en Tchétchénie, la Géorgie, il a détruit l'opposition en Russie, il a tué Boris Nemtsov, Navalny et tout ça. On a laissé faire avec l'annexion de la Crimée. Donc on a été quand même un peu, on a péché par complaisance passive, complicité passive, si je peux dire, et on paye aujourd'hui le prix, mais ça doit nous servir maintenant de crise de sursaut, de prise de conscience, et l'Europe n'a pas dit son dernier mot. Nous en parlions tout à l'heure en plateau, l'Europe de Lisbonne à Vladivostok, c'est une expression qu'avait repris Emmanuel Macron à Brégançon il y a 6 ans, presque jour pour jour, alors qu'il accueillait en grande pompe dans sa résidence d'été Vladimir Poutine, qui était venu le voir en Russie, à Brégançon, et ça crée évidemment un parallèle d'image par rapport à ce qui est en train de se jouer et les réunions qui se sont jouées aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé il y a 6 ans. C'est évidemment une différence de contexte qui est assez hallucinante. À l'époque, Emmanuel Macron, comme il l'a longtemps cru, jusqu'en 2022, a pensé que Vladimir Poutine pouvait être raccroché, alors qu'en 2019, le contexte, notamment sur le contexte ukrainien, il est déjà très, très tendu. Il y a déjà eu la guerre de 2014, et pourtant, souvent, Emmanuel Macron a pensé qu'il pouvait continuer de parler avec Vladimir Poutine jusqu'en 2022. Mais lorsque Donald Trump dit « j'ai eu un très bon appel aujourd'hui avec les Européens », est-ce qu'il leur a dit déjà, puisqu'il pense, c'est pour ça que je voulais qu'on réécoute Donald Trump, il pense déjà à une autre réunion, est-ce qu'il leur a dit déjà, voilà ce qui va se passer vendredi, il faut qu'on prépare ensemble le coup d'après, c'est-à-dire une réunion peut-être avec Poutine, avec Zelensky et avec moi. Est-ce que c'est d'ores et déjà ça qui est en train de s'écrire et qu'il a glissé aux Européens? Oui, parce qu'il parle très rapidement quand même d'une nouvelle réunion, quoi. Absolument. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'annonçait finalement la porte-parole de la Maison-Blanche hier, puisqu'hier, elle a tenu des propos qui visaient à faire baisser les espérances sur la réunion de vendredi. Donc c'est une stratégie qui a été délibérément mise au point par la Maison-Blanche. La porte-parole a commencé à dire qu'il ne faut pas attendre trop de résultats de la réunion de vendredi. Et puis là, Trump a dit, en réalité, c'est une réunion de préparatoire, c'est une réunion où on va s'évaluer, se jauger l'un l'autre, et puis la vraie réunion de décision, c'est la suivante. Peut-être qu'elle n'aura pas lieu si par hasard la première réunion est une réunion de rupture. C'est pour renvoyant dans le fond à Poutine la responsabilité d'une éventuelle rupture. C'est-à-dire si Poutine est trop raide, est trop rude, et dit votre cessez-le-feu, moi j'en ai rien à faire, ou bien votre cessez-le-feu, si vous acceptez toutes mes conditions, c'est-à-dire en gros la reddition de l'Ukraine, effectivement ça risque d'être la rupture. En tout cas, c'est ce qu'il a voulu dire. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même encore un petit peu des diplomates et des fonctionnaires qui travaillent aux États-Unis et qui sont capables d'expliquer à Donald Trump que Poutine n'a pas intérêt à faire la paix à ce stade et que l'un des grands trésors des États-Unis, c'était ses partenaires, ses alliés, ses alliances à travers le monde. Est-ce que Trump va l'entendre, va l'écouter ? Ça, c'est quand même très incertain. Dans tous les cas, merci d'avoir été dans cette édition spéciale pour laquelle nous aurons entendu Donald Trump, les perspectives qu'il commence à dessiner avant le sommet d'Anchorage, où nous étions d'ailleurs ce soir. Dans un instant, on va continuer de reprendre le fil de ces informations tout au long de la journée. C'est le 20h BFM avec Mathieu Courage.